Succès technique pour France Télécom, le basculement à la numérotation à 10 chiffres s'est passé pratiquement sans problème. Accueil chaleureux pour Jacques Chirac à Damas, la Syrie, première étape d'une tournée au Proche-Orient destinée à relancer le processus de paix. En rugby, Toulouse confirme sa suprématie européenne en battant Cardiff 36 points à 20. Dans ce journal également reportage sur la semaine du goût, les vendanges en Bordeaux blanc et le salon de la voiture électrique. Madame, Monsieur, bonsoir. Grande première médicale aux États-Unis où une équipe vient d'établir l'existence d'un lien génétique direct entre la fumée du tabac et le développement des cancers. Une découverte qui devrait relancer les très nombreux procès opposant les défenseurs de la santé aux industriels de la cigarette. Sébastien Vibert. On savait bien entendu qu'il existait un lien entre le cancer du poumon et la fumée du tabac. De nombreux tests sur des fumeurs l'indiquaient. Mais jusqu'à présent, ce lien génétique direct n'avait jamais été identifié ni prouvé scientifiquement. C'est chose faite aujourd'hui. Au cœur d'une cellule humaine, il existe parmi beaucoup d'autres le gène P53 qui protège précisément contre les tumeurs. L'étude américaine démontre que le benzopyrène, sorte de goudron cancérigène présent dans la fumée, attaque directement le gène P53. Du coup, la cellule n'est plus immunisée et devient cancéreuse. Cette découverte est une véritable aubaine pour les scientifiques qui luttent contre le cancer. Depuis des années, les industries du tabac prétendent qu'il n'y a pas de relation de cause à effet. Nous savons le contraire et cette étude l'établit de façon définitive. Ce sont bien les industriels de la cigarette qui sont à nouveau mis en cause. Tous les procès qui les opposent aujourd'hui aux victimes du tabac risquent d'être relancés par cette preuve scientifique incontestable. Attention, ce n'est pas une grande découverte en matière de diagnostic et de traitement du cancer. Nous en sommes encore loin. Pas de faux espoirs donc pour les victimes du cancer. Il s'agit simplement de l'identification du mal, mais c'est une vérité scientifique aux conséquences économiques incalculables. Ouf de soulagement à France Télécom. La nuit dernière, à 23h très précise, la France a donc basculé sans encombre dans la numérotation à 10 chiffres. Cependant, l'ancienne numérotation à 8 chiffres restera en vigueur à l'intérieur d'une même zone entre particuliers pendant encore quelques semaines, le temps de reprogrammer les quelques 2 millions de téléalarmes installés en France. Sur cette longue nuit des télécoms, reportage Patrice Pellet, Raymond Chaplard. Vous avez appelé ce matin au téléphone quelqu'un? Oui. Ah oui? Vous avez fait quoi comme numéro? 01. Ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5 en escargot. Vous, c'est quoi votre préfixe? 01, 02? 01. 01? Oui. Et puis les autres, c'est? Je sais pas du tout. L'étranger, c'est? C'est le même, je crois. Il y a combien de zones en France? 4, 5, 10. Je dis non, je sais pas du tout en fait. Aujourd'hui, les Français ont slalomé à travers la numérotation à 10 chiffres. Le 12, les renseignements ont secouru les égarés. De nombreuses questions ont été posées, mais l'une d'elles est revenue sans arrêt. La tonalité pose un problème parce qu'ils pensent tous effectivement qu'ils ont un problème de téléphone. Il a aussi fallu expliquer à un grand nombre que de pouvoir continuer à téléphoner en composant 8 chiffres ne tenait pas du miracle, puisque l'ancienne numérotation fonctionnera encore pendant 1 mois. Dans l'ensemble, ils sont restés calmes en appelant le 12. Ce sont nos opérateurs les plus stressés, c'est un événement majeur et important. Par contre, les clients sont plus détendus et cherchent un renseignement, mais ont déjà eu une certaine forme d'information. C'est souvent des confirmations qu'ils veulent. Et puis les Français en ont vu d'autres. Cette épreuve, la surmonteront-ils ? Oh bah oui quand même. C'est-à-dire? Oui, écoutez. Le bonheur, c'est donc toujours aussi simple qu'un coup de fil, même à 10 chiffres. Selon les spécialistes de France Télécom, il n'y a pas eu de gros problèmes, y compris pour les standards à haut risque, comme ceux par exemple des hôpitaux. Reportage à Strasbourg, Jérôme Soulard, Patrice Schumacher. 35 000 personnes dans cette ville-hôpital où la vie dépend souvent d'un simple coup de fil. Ici, chaque nuit, on gère des dizaines d'appels d'urgence, mais ce soir, à 10 minutes de la révolution numérique de France Télécom, le standard est bien calme, peut-être même un peu trop. Oui, Centrale, bonjour. Oh, ça nous étonne parce que d'habitude, à cette heure-ci, on a pas mal d'appels. Alors on se demande si les gens, ils attendent 11 heures pour téléphoner. Juste derrière, silence et concentration. Le centre névralgique du dispositif téléphonique de l'hôpital est en travaux depuis 2 ans pour être fin prêt maintenant. Quelques secondes encore et la bascule devrait s'effectuer automatiquement. Des heures de travail, des dizaines de tests déjà réussis, mais là, plus rien à faire, juste attendre.
marche pas. C'est pas le numéro de l'hôpital? Non, mais si on fait le 03, je fais le numéro de l'hôpital. Hein. Il n'enregistre pas les 2 derniers chiffres, il n'enregistre que les 8 chiffres pour l'instant. Donc on patiente. Hein. 20 minutes de patience, de calcul d'ordinateur pour modifier 7000 lignes téléphoniques. On est en train de basculer l'hôpital civil, le SAMU et OT en même temps. Mais pour le public, heureusement, l'accès au 15 est toujours resté accessible. 23h20, RAS au central, tout s'est donc passé comme prévu. Voilà, encore un bon résultat. Le SAMU, j'ai rappelé mon directeur d'agence pour lui signaler que tout s'est bien passé, quoi. Et ici, on n'est pas peu fiers. À Montpellier, 5 jours après le viol et le meurtre de la petite Rosemarie, âgée de 3 ans et demi, le compagnon de sa mère, un jeune homme d'une vingtaine d'années, a été à nouveau interpellé cet après-midi après avoir été remis en liberté ce matin. La mère de la petite fille est elle aussi toujours en garde à vue. Sur place, Léo Lamberton. Une deuxième nuit de garde à vue commence pour Françoise Moreno, la mère de la petite Rosemarie. Depuis hier après-midi, elle est entendue par les enquêteurs de la police judiciaire de Montpellier. En fait, depuis le début, les policiers sont troublés par les déclarations de la jeune femme, des déclarations ne correspondant pas à d'autres témoignages recueillis auprès de la famille et des voisins. C'est lundi à 18h30 que le corps de la petite Rosemarie a été retrouvé sur un terrain vague en face de la cité de la Paillade à Montpellier. La petite fille, âgée de 3 ans et demi, aurait été étranglée et violentée. Sa mère avait alors déclaré qu'elle avait laissé sa fille au pied de son immeuble 5 minutes seulement, le temps d'aller chercher de l'argent pour faire des courses. Quand elle est redescendue, Rosemarie avait disparu. Au moment des obsèques de la petite Rosemarie, la communauté gitane de la Paillade faisait bloc autour de la famille. Aujourd'hui, elle s'interroge. Françoise Moreno connaîtrait-elle le meurtrier? Serait-elle elle-même l'assassin de sa fille? Ou serait-elle tout simplement innocente? Rien ne permet ce soir de répondre à ces douloureuses questions. Une certaine confusion règne ici ce soir au SRPJ de Montpellier. L'amant de Françoise Moreno, un jeune homme de 18 ans qui avait été placé en garde à vue puis relâché dans la matinée, vient d'être à nouveau interpellé et serait entendu à ce moment même par les enquêteurs. Simple recoupement de témoignages ou nouveau rebondissement dans l'enquête, rien ne permet pour l'instant de le dire, mais il semble ce soir que Françoise Moreno et son compagnon soient au centre de cette triste histoire. En Belgique, le roi Albert II n'a pas hésité hier à parler de véritable tragédie nationale pour dénoncer l'incapacité des autorités à assurer la sécurité des enfants. Traumatisés par les crimes de Marc Dutroux, baptisé le monstre de Charleroi, mais aussi par le dessaisissement du juge chargé de cette enquête, les Belges s'apprêtent à participer demain à Bruxelles à une marche blanche qui s'annonce impressionnante. Reportage de nos envoyés spéciaux Valérie Hermite, Guillaume Fautra. Leur courage a ému tous les Belges et leur cause est aujourd'hui devenue celle de tout un pays. Depuis plusieurs jours, les parents des enfants victimes préparent leur marche. Il y aura tout un staff là pour les enfants qui se perdent 30 rue Marché au Charbon. Ils l'ont appelée la marche blanche. Ils la veulent digne et silencieuse pour leurs enfants morts et pour tous les autres qu'il faut protéger. C'est pour eux que 2500 bikers ont défilé aujourd'hui à Bruxelles. C'est pour eux que les fleuristes ont décoré leurs vitrines et c'est pour eux enfin que des milliers de Belges vont descendre dans la rue demain. On est jeunes et c'est pour notre avenir qu'on fait ça. C'est pas pour s'amuser, pour rater l'école ou n'importe quoi, c'est pour notre avenir. 1400 agents des forces de l'ordre sont mobilisés pour une manifestation que beaucoup jugent unique. Parce que d'habitude c'est toujours les Wallons à part, les néerlandophones à part, et c'est toujours communautaire. Ici c'est une fois belge, pourquoi pas. Pour les enfants, ils peuvent faire ça. Des Belges unis dans la rue, mais pas forcément avec les mêmes raisons d'y être. C'est magnifique ce que le peuple belge fait. Et je trouve qu'il n'y a qu'une chose que je voudrais dire, c'est que les salopards qui sont derrière du trou, qu'on puisse les découvrir. Ça, c'est mon vœu le plus sincère. Comment vous dire? C'est l'expression d'un besoin de morale dans un pays que nous n'avons plus. Plus un bus n'est disponible dans le pays, tous convergeront vers Bruxelles. Des dizaines de trains supplémentaires ont été affrétés, 30 francs aller-retour, d'où qu'on vienne de Belgique. Les plus pessimistes parlent d'au moins 100 000 personnes, du jamais vu en Belgique. Une manifestation à la mémoire des enfants où Ferrare, Flamands et Wallons solidaires vont se retrouver pour rendre ensemble un immense hommage aux victimes de l'horreur. Nous évoquions hier soir l'enlèvement à Francfort, il y a près de 3 semaines maintenant, d'un homme d'affaires de 40 ans, héritier de l'une des plus grosses fortunes d'Allemagne. Un enlèvement qui a probablement connu un épilogue dramatique. Les policiers ont en effet retrouvé aujourd'hui dans un bois un cadavre qui serait celui de Jakub Fischmann. Toujours la violence politique en Algérie, 7 morts et près de 30 blessés dans 2 attentats à la bombe près de Blida.
Jacques Chirac a pris le chemin de Damas. Le président français est ce soir en Syrie, première étape d'une tournée des capitales du Proche-Orient destinée à tenter de relancer le processus de paix. C'est la première visite à Damas d'un président français depuis celle de François Mitterrand il y a maintenant 12 ans. Reportage Philippe Arroir, Jean Cornu. Pour un accueil populaire, ce fut réussi. À l'aéroport de Damas, les autorités syriennes avaient bien organisé les choses. Le président Hafez el-Assad accueille lui-même Jacques Chirac, façon de montrer que l'on apprécie ces retrouvailles franco-syriennes. Pour le chef de l'État, Damas est un partenaire clé au Proche-Orient et la Syrie approuve la nouvelle politique arabe de la France. Bien sûr, il y a le Liban, sous tutelle syrienne. Le président français a bien l'intention de rappeler à Damas son attachement à la souveraineté totale du Liban qu'il visitera au cours de sa tournée. Et puis, il y a la paix. Le président Chirac se fait l'avocat d'une relance du processus défini par les accords d'Oslo. La paix en échange des territoires. Pour la Syrie, cela signifie le retour du Golan, mais les négociations avec Israël sont au point mort. Le président Chirac a promis à son hôte de dire en Israël qu'il faut conclure un accord aussi bien avec les Syriens qu'avec les Palestiniens. La volonté de la France et de l'Europe de jouer un plus grand rôle au Proche-Orient est favorablement accueillie par tous les pays arabes, surtout la Syrie, agacée de voir les États-Unis, alliés traditionnels d'Israël, d'être les seuls parrains du processus de paix au Proche-Orient. Pour les mêmes raisons, en Israël, on se méfie du rôle accru de la France. C'est pourquoi l'étape israélienne de Jacques Chirac, à partir de lundi, sera autrement plus délicate que celle de Damas. Philippe Arroir vient d'y faire allusion. L'un des dossiers les plus épineux évoqués par les deux présidents concernera bien sûr le plateau syrien du Golan, occupé par l'armée israélienne depuis 1967 et annexé en 1981. Reportage de nos envoyés spéciaux Isabelle Stess à Lens. On l'appelle la vallée des cris. Sur le plateau du Golan, un no man's land où résonnent les voix des familles syriennes, séparées par la guerre. Bonjour grand-père, bonjour. Vous allez bien? J'espère que vous n'êtes pas malade. Que Dieu nous réunisse un jour, si Dieu le veut. Entre ces familles, quelques centaines de mètres à peine, mais 29 ans d'une vie déchirée par des barbelés. Nous sommes sur la ligne de démarcation qui partage le Golan, en face, la zone occupée par Israël. Je me porte bien, papa, mais je m'inquiète pour vous. Le père de Fares a 90 ans. Il ne l'a pas vu depuis 1967, lorsque la guerre l'a coupé de son village natal. C'est la terre de nos grands-parents. Nos ancêtres, tous ont leur sueur, leur sang dans ce sol. Nous sommes tous des agriculteurs. Les racines de ces pommiers, comme nos racines, sont dans cette terre. Au sommet du mont Hermon, les postes d'observation israéliens dominent le Golan. Un rempart naturel avec la Syrie, un sol fertile, très riche en eau. Deux guerres, 1967 et 1973 pour cette terre. Israël contrôle aujourd'hui 1200 km², les 2/3 du Golan. Côté syrien, Hadar est le dernier village druze avant la ligne de démarcation. Il faut que le Premier ministre israélien nous rende sans condition nos territoires. Alors il y aura la paix. Si on n'a pas le choix de la paix, un jour il y aura la guerre pour réunir nos familles. Moi je ne crois pas au processus de paix. La guerre, Quneitra en est le symbole. Capitale du Golan, elle fut totalement détruite lors du retrait partiel des troupes israéliennes en 1973. Aujourd'hui, la Syrie exige de retrouver sa souveraineté sur toute la région. En Afghanistan, les troupes de l'ex-armée gouvernementale menée par le commandant Massoud semblent progresser vers Kaboul après avoir infligé de sérieux revers militaires aux talibans, ces fondamentalistes islamistes au pouvoir en Afghanistan. Gilles Rabine. Avec des lance-roquettes, 3 chars et 600 hommes, ils ont repris Bagram, la dernière place forte avant Kaboul. Les vaincus d'hier, vainqueurs aujourd'hui, les hommes du lion du Panjshir, Ahmed Shah Massoud, que personne, même pas l'armée soviétique, n'a jamais réussi à réduire. Nous sommes contre ce que font les talibans au nom de l'islam, explique le porte-parole de Massoud. S'il faut faire la guerre, nous la ferons. Pour vaincre les talibans des Pashtuns, le Tadjik Massoud a reçu le renfort des blindés de l'Ouzbek Dostom, armés et équipés par la Russie. Alliance provisoire et précaire, en Afghanistan, ce n'est pas le sort des armes qui mettra un point final à la guerre,
mais un compromis introuvable depuis 17 ans entre les peuples, les ethnies et les tribus. 17 ans de guerre et d'exode, parce que les combats se rapprochent de la capitale et elles fuient Kaboul si vite qu'elles portent encore ce voile qui masque complètement leur visage de victime, le tchadri imposé par les talibans. À noter à ce sujet la toute dernière décision des responsables talibans, la fermeture des bains-douches publics réservés aux femmes de Kaboul, qualifiées d'institutions anti-islamiques. La valse au Kremlin, suite et sans doute pas fin, en remplacement de l'ex-général Alexandre Yebed, démissionné du secrétariat du Conseil de sécurité. Le président russe a nommé Ivan Rybkin, un ancien communiste qui avait spectaculairement changé de camp en se ralliant à Boris Eltsine alors qu'il présidait la Douma, la chambre basse du Parlement. Commentaire tout à fait lapidaire du général Yebed, Rybkin est incapable d'assurer la sécurité de la Russie. Toujours en Russie, une jeune Anglaise vient d'être condamnée à 6 ans de prison ferme pour trafic d'héroïne. À la demande de ses consulats, le gouvernement britannique fait diffuser actuellement sur les lignes aériennes des clips vidéo mettant en garde les jeunes tentés par le passage de drogue aux frontières. Des clips, vous allez le voir, qui ne laissent pas indifférents. Étienne Lénard. Lorsque le ministère britannique des Affaires étrangères décide de mettre en garde ses ressortissants, le ton est alarmiste et l'image se veut choquante. Le message est unique et clair, la drogue peut vous envoyer en prison à l'étranger pour le reste de votre vie. 70% des Britanniques pensent que s'ils sont arrêtés à l'étranger, le ministère des Affaires étrangères pourra les faire sortir de prison. Nous voulons leur dire clairement que c'est impossible. Cette jeune Britannique rentrée à Londres la semaine dernière après 2 ans dans une prison indienne a donc eu de la chance. Samantha Slater, un jeune mannequin de 25 ans, condamné à 10 ans de réclusion parce qu'elle cachait dans ses vêtements du cannabis, a bénéficié d'une remise de peine mais laissé en prison son ami britannique lui aussi. C'était un cauchemar, un vrai cauchemar. Certains jours, je ne voulais pas me réveiller. Mais il y a des gens pour qui la prison est encore plus dure que pour moi et qui sont toujours enfermés. Dernière affaire en date, Karen Anderson, une jeune Anglaise de 18 ans, vient d'être condamnée à Moscou à 6 ans de prison ferme. Les douaniers ont trouvé 4 kilos de cocaïne dans ses valises. Elle prétend qu'on les a glissés là à son insu. De la réalité à la fiction, ces 2 messages dont certains doutent de l'efficacité sont diffusés depuis quelques jours dans les avions de la British Airways sur les lignes dites sensibles. Objectif, faire chuter une statistique éloquente. 1 Britannique sur 2 incarcéré à l'étranger est en prison pour une affaire de stupéfiants. L'UNAPI qui s'occupe des personnes handicapées organisait ce samedi la journée de la dignité. Il faut dire qu'il y a encore pas mal de pain sur la planche. Exemple, la mésaventure survenue aux responsables d'une association de parents d'élèves autistes qui depuis 4 ans maintenant se battent pour ouvrir un foyer d'accueil à Ivry. Cette association avait fini par obtenir une aide financière de l'État et du département et surtout un local. Mais des locataires en ont décidé autrement. Reportage Mathieu Huchet, Yann Jiquel. La photo, je vais m'y mettre pour le tenir, lui. Ses amis la surnomment Madame Courage. Simone a 3 enfants, tous autistes. L'aîné Christophe et Jérôme, l'un des jumeaux, passent leur journée dans des centres spécialisés. Mais faute de place, Sébastien est à la maison depuis plus d'1 an. Simone espérait enfin pouvoir le placer dans un foyer qui devait ouvrir dans le centre-ville d'Ivry. Mais au dernier moment et malgré plusieurs réunions avec les parents, les locataires ont mis leur veto. On a même eu les propos, oui. Tout à fait les propos. Bon, on les tue. Voilà, bon, c'est bref, c'est fort, mais c'est ça. Oui, on nous a dit ça, oui. On vous a dit il n'y a pas de solution pour ces gens-là Ah, c'est pas qu'il n'y a pas de solution, c'est qu'on n'en veut pas, on les tue. C'est le terme employé. Devant vous, devant les familles. Devant les familles, oui. Une vingtaine d'autistes devaient être accueillis dans ce local au pied de cette cité résidentielle. Mais s'estimant mal informés, les locataires ont organisé des pétitions et sous la pression, la société propriétaire de l'immeuble a cédé. Moi-même j'ai signé pour pas qu'ils viennent. Pour pas qu'ils viennent là, mais bon... et pourquoi? Je sais pas... pourquoi justement? À cause des handicapés par eux-mêmes. Hein, c'est une question de point de vue. Hein. La présidente de l'association à l'origine du projet est amère. 4 années de travail pour obtenir un financement et un local. Et aujourd'hui, tout a recommencé.
Ce que nous dénonçons, c'est qu'en fait nos adultes n'ont pas le droit de citer dans la cité et qu'on nous incite plutôt à les mettre à la campagne loin de nous. Les autistes adultes sont des personnes handicapées, ce sont des citoyens, certains payent leurs impôts, donc il est tout à fait normal qu'ils vivent parmi les autres dans la ville. Comble de l'histoire, tous les locataires de l'immeuble sont des salariés des hôpitaux de Paris. Sébastien, lui, continuera d'attendre dans l'espoir d'un peu plus de tolérance. Dans notre grande série, on n'arrête pas le progrès. Le lancement prochain d'un CD-ROM en français, en anglais et en allemand, vantant l'histoire et surtout les mérites du Beaujolais et de son vignoble. Dans le Bordelais, les vendanges de blancs liquoreux commencent tout juste. Des vendanges très délicates puisque le ramassage des raisins est totalement manuel. Reportage à Loupiac, Éric Perrin, Philippe Ritten. C'est un matin brumeux, comme on les aime à Loupiac. Le jour s'impose lentement, les vendangeurs arrivent à peine. Patrick, lui, est déjà en inspection. S'il trouve ce qu'il cherche, il donnera le feu vert. Pour produire des blancs liquoreux, il faut des grains botrytisés, comme disent les spécialistes, atteints de ce qu'on appelle la pourriture noble. Ce sont les raisins qui ont la plus forte teneur en sucre, par l'effet de ce champignon magique qu'est le botrytis, qui concentre les sucres, qui permet à l'eau de s'évaporer. Donc ce sont ces raisins-là que l'on va uniquement ramasser. Bon pour la cueillette. Pour s'assurer que le tri va être correct, Patrick donne ses instructions. Ce qu'on va ramasser, c'est uniquement ça. Donc celui-là, ce raisin, complètement concentré. Donc vous laissez le pourri plein, on n'y touche pas. Le doré, on n'y touche pas. On ne ramasse que celui-là. Brume puis soleil, c'est le cocktail météo idéal pour favoriser la décomposition du raisin. Quatrième passage en 10 jours dans cette parcelle, la cueillette est minutieuse, quasiment grain par grain. C'est très long, c'est très délicat. C'est sûr que les gens qui boivent ce vin ne pensent pas que ça donne autant de travail. C'est sûr. Vous le savez. Oui, je le sais. Je l'aime bien. Nathalie, le maître de chez, suit tous les jours l'évolution des premiers jus en fermentation. La vinification est délicate et importante, mais la qualité de ces vins dépend surtout du moment choisi pour vendanger. Il arrive aussi certaines années où on a trop attendu, on est allé peut-être un petit peu trop loin, et comme le beau temps n'arrive pas, le soleil n'arrive pas, la pluie arrive au contraire, eh bien on perd, on ramasse pas la mise. Donc c'est ce côté-là, si vous voulez, ça c'est le côté pari et joueur pour arriver à faire ces vins. Un coup de poker, le vin reste avant tout une histoire humaine. Il ressemble toujours à ceux qui lui ont donné vie, l'homme et la nature. À consommer bien sûr avec modération, surtout si l'on prend le volant. Transition subtile pour évoquer le salon du véhicule électrique qui se tient actuellement à Monaco. Reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Claude Alanic, Dominique Merlin. Scène classique à Monte-Carlo, le départ d'un rallye, le Prince Albert et des bolides. Mais cherchez l'erreur, car il y en a une, en l'occurrence, écoutez bien, l'absence de bruit. C'est en effet la règle d'or de ce salon de tous les types de véhicules électriques. Ici, le silence est de rigueur, un atout majeur, aussi bien pour les voitures, les vélomoteurs, les scooters et même les bateaux. Nous sommes en train de naviguer dans le silence absolu et il faut y ajouter aussi l'absence de pollution, l'absence d'odeur, l'absence de rejet, d'effluents nocifs. Donc ce sont des avantages du respect total de l'environnement. Le revers de la médaille, c'est une autonomie limitée, un problème que rencontrent aussi les voitures. Quant au principe du moteur, il est le même. Vous avez ici le chargeur qui va vous transformer votre courant alternatif en courant continu, qui va l'envoyer sur le variateur, qui lui vous calculera votre puissance en fonction de la pulsion que vous avez sur la pédale d'accélérateur. Et vous avez ensuite la pompe à vide pour les freins. Vous avez une batterie annexe qui va vous servir uniquement pour les essuie-glaces et la lumière du tableau de bord. Et puis bon, c'est complètement différent, quoi. Coût du plein d'électricité, 10 francs pour une autonomie de 100 km. Pas de risque de panne en revanche pour ce vélo électrique. Quand la batterie est déchargée, on peut toujours pédaler. Il se conduit comme un vélo classique, vous avez juste à pédaler et le moteur se met automatiquement en fonction et vous apporte cette assistance dont vous avez besoin dans les côtes. À mi-chemin entre le vélo électrique et la voiture à pédale, voici enfin le dernier modèle proposé par les Suisses. Sa vitesse est vertigineuse. La vitesse de pointe du véhicule avoisine les 90 km/h sur un parcours à configuration plate.
Des véhicules électriques, décidément, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. Il y a même des trottinettes, comme du temps de notre enfance. Au revoir. Avant d'en venir à la semaine du goût, cette information très sérieuse, ce matin, les députés ont finalement décidé de maintenir à 5,5% le taux de TVA concernant la restauration rapide à emporter. L'opération dite Semaine du goût se termine donc lundi, l'occasion de multiplier un peu partout les initiatives afin d'aider petits et grands à mieux utiliser leurs papilles gustatives. Exemple, les responsables du Ritz à Paris qui ont invité 7 jeunes enfants à s'initier aux joies de la pâtisserie. À la Saint-René, pas de succès d'année. Reportage Christophe Tortora et Vignal. Ils ont entre 5 et 10 ans. Ils se retrouvent dans les sous-sols du Ritz à Paris. Alors, ils essaient d'être à la hauteur de l'événement. À l'occasion de la semaine du goût, 7 enfants ont été invités à venir faire des gâteaux dans l'école de cuisine du célèbre hôtel parisien. Des gâteaux, ceux dont ils rêvent en passant devant la vitrine du pâtissier à la sortie de l'école. Non, je suis en train de faire un éclair au chocolat. Ça te plaît? Oui. Je suis très content parce que comme ça je vais pouvoir le manger. Pendant 3 heures, les apprentis chefs vont avec la plus grande attention mettre les mains dans la farine et dans le chocolat. Ok, qui c'est qui veut essayer? On va commencer par quoi, cette approche que j'ai faite. Certains avaient déjà eu l'occasion en famille de préparer des bons desserts. Comme des tartes aux pommes. Les pamplemousses. Oui, bien sûr, le jus d'orange. C'est amusant parce que j'aime bien le manger. Un régal pour ces enfants, mais également pour le chef qui leur enseigne bien plus que la manière dont on prépare les éclairs. C'est un art de vivre, vous le apprenez là? C'est un art de vivre, absolument, oui. Complètement. Ça fait partie de la vie, de savoir éventuellement cuisiner, puis de pouvoir faire plaisir à quelqu'un en lui préparant quelque chose qui éventuellement lui plaît ou lui faire découvrir quelque chose. Avant de repartir, leur gâteau sous le bras, ils ont accepté de nous livrer le secret de la recette. On prend du chocolat, on tourne, on fait des petits dessins, et après ça va faire un éclair au chocolat. Voilà, bon appétit. Rugby, le champion de France Toulouse a confirmé cet après-midi sa suprématie sur le rugby européen en surclassant 36 points à 20 l'équipe de Cardiff lors de la revanche de la finale de la première édition de la Coupe d'Europe des clubs. Florent Gautreau. C'est mieux qu'une prière, c'est une offrande. Fidèles à leur envie de jouer, les Toulousains ont régalé leur public, ouvrant le score grâce à Castagnède dès la 5e minute. Mais à Toulouse, Nougaro l'a chanté, même les mémés aiment la castagne. Soula, le beau bébé aussi, il est expulsé pour un mauvais geste. À 14 contre 15, les Rouges et Noirs souffrent et Cardiff, grâce à son buteur Jarvis, mène d'1 point à la pause, 12 à 11. Oui, mais voilà, qu'ils soient 15 ou pas, les Toulousains ont une maladie, l'attaque. C'est incurable, ils ne savent pas jouer autrement et ça marche. En deuxième mi-temps, Ntamak marque le deuxième essai. Le capitaine est bientôt imité par un de ses plus costauds moussaillons, David Berti. Épaules de déménageur, jambes de sprinter, âme de gagneur. Oh, Toulouse! La complainte est galloise. Il faut dire que Cardiff a déjà été battu en finale de la Coupe d'Europe par les champions de France. L'addition s'alourdit encore au stade des 7 deniers et malgré un essai de Jones, Cardiff est mené 33 à 20 et même 36 à 20 à la dernière seconde du match après cette pénalité du nouveau petit génie du rugby français, Thomas Castagnède. La ville rose est rouge et noire de bonheur. Toulouse est bien l'équipe la plus brillante d'Europe. À Pékin, rencontre au sommet entre l'art moderne et le patrimoine des dynasties Ming et autres, avec l'installation au cœur de la cité interdite de l'une des œuvres les plus emblématiques de la sculpture moderne, signée Jean-Pierre Reynaud, le pro du pot, comme on dit chez Midas. Reportage de nos correspondants Jérôme Bonny et Eric Messi. Agitation fébrile en pleine nuit dans l'enceinte même de la cité interdite. Tapage nocturne sacrilège au cœur de l'ancienne résidence des empereurs de Chine. Mais il paraît que c'est un grand événement qui se prépare. Un événement financé par la Fondation Cartier pour l'art contemporain et qui réunit le tout Pékin dans une cérémonie bien chinoise pour découvrir ce pot doré de 3,50 m de haut. Son auteur, ancien jardinier qui s'obstine depuis 35 ans à faire des pots de fleurs de toute taille et de toute couleur, prend son travail très au sérieux. La beauté au rendez-vous, dans un lieu où la beauté est permanente, c'est un défi qui peut paraître simple, mais à mon avis c'est un défi majeur.
Quand il compare le pot et toi, il dit qu'il a le même sentiment, beau, élégant, honnête. John Lone, qui interpréta ici même le dernier empereur dans le film de Bertolucci, ne tarit pas d'éloges. Absolument magnifique. Les Chinois venus des provinces, eux, sont perplexes devant cet objet étrange tombé au cœur de l'Empire. C'est une citerne pour mettre de l'eau? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de tourner un film ou quoi? Apparemment c'est de l'or. Notre pays est devenu vraiment riche. Avant il n'y avait rien d'aussi grand en or. Tout ça c'est de l'or précieux. Les bons vieux lions gardiens de la cité restent les vedettes des photographes à quelques pas de ce pot qui le 6 novembre prendra la direction du plateau Beaubourg à Paris. Boxe ce soir sur France 2 avec le championnat d'Europe des poids moyens. Ensuite, dernier journal, un peu avant minuit, présenté bien sûr par Florence Daucher. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac recevra les célèbres duettistes Laurent Gérard et Virginie Lemoine. À 12h, polémique, l'émission de Michel Cotta avec 2 débats. Demain midi, faut-il taxer le diesel et social vers un nouveau décembre noir? Point d'interrogation. Le dicton du jour à la Saint-René, pas besoin de cache-nez. Dans un instant, la météo, Nathalie Rouet. À demain, rendez-vous 13h et 20h. Excellente soirée, merci.